Je vais changer ça, tiens, pendant que j'y suis. Hop. Bonjour à toutes, bienvenue pour cet atelier sur comment se démarquer dans sa recherche d'emploi avec l'intelligence artificielle ou à l'heure de l'intelligence artificielle. Et bienvenue sur le forum Réseau et carrière au féminin d'Elle Bouge. On va bientôt commencer, on va juste laisser 1 ou 2 minutes aux retardataires le temps d'arriver avant de commencer. Et après, je vous présenterai un petit peu cet atelier. Monsieur Schmidt qui va animer cet atelier, qui travaille pour l'APEC, voilà notre partenaire sur cet événement, et on débutera. Donc voilà, on attend encore aller jusqu'à 16h03, le temps que tout le monde arrive, et après on pourra commencer. Bonjour, pour celles qui nous rejoignent, on va attendre encore 1 minute avant de commencer, voilà, le temps que tout le monde se connecte, et après on va pouvoir débuter. Moi, si ça vous va, Raymond, on peut commencer? Est-ce que vous êtes prêt? Oui, bonjour tout le monde, je Parfait. suis prêt, Ok, parfait. impatient. Très bien. Eh bien, bienvenue à toutes pour cet atelier RH sur comment mener sa recherche d'emploi avec l'intelligence artificielle. Donc moi, je suis Thomas Roussel, chef de projet événementiel et en charge de l'organisation pardon, du Forum Réseau et Carrière au féminin, auquel vous avez participé, auquel vous participez et auquel j'espère vous avez passé des entretiens avec les entreprises partenaires de l'association. Voilà, j'espère que tout ça apportera ses fruits et que vous trouverez votre job, votre alternance, votre stage grâce à ce forum. Donc là, on est à notre 5e atelier RH. Donc voilà, j'espère également que vous avez pu participer aux autres qui ont eu lieu hier et aujourd'hui. Je vous invite pour les questions à utiliser l'outil questions-réponses qui se trouve en haut de votre écran. Voilà, si vous cliquez dessus et ensuite à droite, vous pouvez démarrer une discussion et poser votre question dans le chat. Voilà, on y répondra au fur et à mesure en fonction des questions. Moi, je les poserai oralement à Raymond qui y répondra. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser cet outil pour toutes vos questions. Et maintenant, bah, je vais laisser la parole à Raymond pour cet atelier. Merci Thomas pour cette invitation et donc bienvenue à vous toutes. Donc moi je m'appelle, comme c'est marqué sur l'écran, Raymond Schmitt, Raymond avec un I. Je suis consultant en développement professionnel pour l'APEC dans notre centre de Lyon-Pardieu, puisque aujourd'hui nous avons 2 centres à Lyon maintenant. Et comme vous le constaterez, il y a c'est quasiment un peu d'IA dans la mesure où vous avez un avatar qui est en train de vous parler. Donc, vous voyez un avatar à l'écran qui comporte des éléments d'IA en lui, et vous avez un humain qui vous parle. Donc, si j'ai utilisé ça d'emblée, c'est aussi pour faire ce petit clin d'œil et peut-être commencer à initier une forme de questionnement. Mais ces fameuses IA, à quel moment je m'aperçois qu'elles sont là, à quel moment je peux les utiliser ou je dois les utiliser, etc. Donc, comme je trouve quand même plus sympathique, voilà, normalement, on a la caméra là, j'apparais, super. Donc, vous me voyez pour de vrai maintenant.
Bonne nouvelle, je fête mes 20 ans d'APEC quasiment ces jours-ci. Mauvaise nouvelle, je ne pourrais pas vous offrir le champagne pour ça, puisque il serait purement numérique, ce qui n'est pas drôle du tout. Alors, si ma diapo veut bien avancer. Voilà. Pour commencer, je vais vous proposer pour toutes celles qui le souhaitent, de rester en contact. Pour rester en contact, c'est très simple. Vous scannez le QR code qui apparaît à l'écran. Ce qui vous permettra de renseigner quelques éléments vous concernant, ça me permettra de vous vendre une cuisine, non, non plus. Tout cet événement est gratuit et les prestations APEC, si jamais vous faites appel à l'APEC, que je présenterai brièvement derrière, sont des prestations qui ne sont pas facturées. Donc, bien sûr, jamais d'échange d'argent en ce qui nous concerne. Mais j'ai besoin de quelques-unes de vos informations, dont votre mail sur ce formulaire, pour pouvoir vous envoyer ensuite la présentation, cette présentation-ci, et aussi le petit cadeau prime, des prompts clés en main pour vous aider, si vous en avez besoin, si vous le souhaitez, à déjà mieux prompter, comme on dit, mais aussi à améliorer ou à automatiser, optimiser votre recherche d'emploi. Donc pour ça, je vous invite à utiliser ce smart. Je vais y arriver. Et les journées sont longues parfois. Ce QR code. Je vous le mettrai à disposition, le lien aussi pour accéder au formulaire dans le chat. Comme ça, vous aurez tout sous la main. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Je crois que c'est à peu près tout. Si, quand même important, mon métier. Je suis là pour accompagner les êtres humains. Je dis volontairement les êtres humains. Je ne suis pas là pour accompagner les demandeurs d'emploi ou les gens en poste ou les gens en formation. Moi, j'accompagne des êtres humains qui ont des statuts, des situations de vie qui peuvent ressembler à ce que je viens de vous décrire. C'est-à-dire, j'accompagne évidemment aussi des demandeurs et demandeuses d'emploi, des personnes en formation et des personnes en poste qui se posent des questions, qui veulent se reconvertir ou qui veulent trouver un nouvel emploi, mais j'accompagne en premier lieu des êtres humains. C'est pour ça que ça fait 20 ans que je reste dans mon métier. L'APEC, très très rapidement, d'autant plus que cette diapo est déjà dépassée. L'APEC, c'est aujourd'hui un peu plus de 500 consultants. On se rapproche plutôt des 600 que des 500, et donc qui sont à votre disposition sur la totalité du territoire français, y compris en métropole, mais aussi dans les DROM. Et donc, tout ça, ça s'articule autour d'une cotisation que versent tous les cadres du privé et que versent tous les employeurs de cadres du privé. C'est une obligation légale qui nous permet d'avoir un budget de fonctionnement et donc de vous apporter, par exemple, aujourd'hui, ce webinaire, mais aussi des ateliers, du conseil en face à face, du conseil à distance, du conseil personnalisé, sans vous réclamer d'argent. Voilà. Donc, je suis certain que certaines d'entre vous nous connaissent déjà. Peut-être que nous sommes déjà croisés. D'ailleurs, nous nous sommes déjà croisés ou pas. Moi, je vous invite à utiliser le chat, si vous le voulez, pour me dire dans quelle ville vous vous trouvez. Juste vous mettez le nom de votre ville. Comme ça, nous continuerons à faire connaissance. En tout cas, moi, j'aurai un tout petit aperçu de qui vous êtes et surtout où vous êtes. Donc, vous pouvez y aller pendant que je poursuis mon propos. Si vous avez des questions, donc là je vois, il y en a une première qui était apparue, qui dit nous conseillez-vous ChatGPT ou Claude en version gratuite? Donc ça c'est une question qui a été posée il y a 6 minutes. Je ne sais pas comment vous répondre comme ça directement, parce que ça dépend de certains critères. Mais j'ai aussi une bonne surprise pour vous, c'est que au moins partiellement, je vais répondre à cette question à peine plus tard dans la présentation. Donc, il faudra juste rester jusqu'au bout. Voilà, comment maintenir les gens en place. Quimper, Lorient, Argenteuil, Lille. C'est intéressant tout ça. Un petit tour de France, d'autres Brest, Marly-le-Roi. Personne d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est terrible, je me sens bien seul. Il y a du Nanterre aussi, je crois. Voilà, du Oui, de Nanterre Nanterre, j'ai 92 vu. que je Voilà. vois. En tout cas, je suis toujours très content de parcourir la France, au moins comme ça à distance.
Et j'ai d'excellents collègues dans les villes que vous citez ou proches des villes que vous citez. Donc, vous pourrez être accompagné ou rencontrer des personnes à l'APEC là où vous trouvez. Vous n'êtes pas obligé de venir me voir à Lyon. Et donc, directement, j'ai une deuxième question à vous poser. Le Grand Est, quand même. Moi, j'ai habité Lyon à un moment donné. À Lyon, Besançon. Voilà, je vais y arriver. Donc, je me rapproche de la Moselle. Une rapide question. Est-ce que vous utilisez déjà aujourd'hui l'intelligence artificielle générative, les fameuses IAG? Donc, si oui, je vous invite soit à écrire oui, soit juste à mettre un bonhomme souriant, celui-là ou un autre. Si c'est non, vous pouvez mettre non et un autre symbole, un autre emoji que un bonhomme souriant. Ça me permettra de jeter un coup d'œil sur vos réponses et peut-être d'adapter un petit peu du mieux que je peux, en tout cas, mon discours. Hop. Alors, nous avons déjà des réponses à l'APEC, puisque une des missions de l'APEC, c'est d'être observateur national de l'emploi cadre, autant au niveau des entreprises qu'au niveau des cadres, mais ce qui nous amène, ce qui amène une équipe de 60 personnes à faire des études sur un certain nombre de sujets, dont, par exemple, en ce moment, le sujet de l'IA. Ça fait 3 ans, bientôt 4, que notre département études commence à mener des études sur les usages de l'IA autant du côté recruteur que du côté candidat. Ça nous permet aussi de mieux vous conseiller. Donc nous, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que dans une étude menée en mai 2024, ont paru en mai 2024 et donc menée à peine avant, donc il y a moins d'un an, une bonne moitié des cadres nous disent que ils l'ont pas ils l'ont pas utilisé, mais qu'ils pourraient envisager de l'utiliser. Et puis vous avez encore quelques pourcentages supplémentaires qui disent que oui, ils l'ont utilisé déjà. Donc grosso modo, 2 tiers des cadres interrogés nous disent que soit ils ont utilisé, soit comptent utiliser les IAG pour leur démarche de candidature. Donc, et le non, c'est à peu près un tiers. Donc, il y a à peu près un tiers des personnes qui estiment qu'il n'est pas utile ou qui n'y croient pas ou qui n'ont pas envie. Voilà. Point important dans tout ce que je vous dis, je vous parlais peut-être avec de d'IA, avec un certain enthousiasme. L'idée n'est pas de vous dire il faut utiliser l'IA. L'idée, c'est de vous donner un premier aperçu sur qui est possible de faire avec l'IA pour qu'ensuite vous puissiez faire vous faire votre propre opinion. Est-ce que j'essaye? Est-ce que j'essaye pas? Est-ce que j'y vais carrément? Ou est-ce que j'avance prudemment? C'est quelque chose qui vous appartient. L'IA, ça peut être un appui pour un certain nombre de tâches, dont la recherche d'emploi, mais vous pouvez trouver un emploi, changer d'emploi, convaincre un recruteur, vous faire connaître sans jamais de votre vie utiliser l'IA. Quand même toujours l'humain derrière, et c'est l'humain qui est recruté. Alors, rapidement, parce que on ne va pas faire trop de descendants là-dessus, je vais me râler sur l'aspect pratique assez rapidement. Cette petite frise que je voulais vous demander d'apprendre par cœur, il y aura un quiz à la fin. Non, elle est juste là pour montrer, non pas chaque étape, mais pour montrer que l'IA en tant que telle, l'intelligence artificielle, est en réalité un sujet concret depuis 1956, depuis 60 ans. Ben, donc, en fait, le premier robot mobile il date de 1966, donc là, ça fait 60 ans. Et donc, ça fait 70 ans, finalement, que l'IA, on en parle, on travaille dessus, etc. Elle apparaît depuis quelques années sous forme d'IAG, j'en parle juste après, est devenue un peu hype, est devenue un peu grand public, on va dire, mais l'IA en tant que telle existe depuis bien longtemps. Donc, c'est un champ scientifique, multidisciplinaire, décidément, il faut que je prenne des mots simples aujourd'hui. Donc, il y a la croisée de l'informatique, des mathématiques, mais surtout aussi de la linguistique et de la psychologie cognitive. Donc,
c'est reproduire certaines compétences humaines. Donc, la différence entre un programme informatique non, simple et de l'IA, c'est que l'IA va finalement apprendre, être prédictif sur certaines choses et donc se rapprocher ou sembler se rapprocher de certaines compétences humaines, voilà, en termes de raisonnement, de planification, etc. Moins figé que l'informatique standard. Alors, l'IAG, donc l'intelligence artificielle générative, 4 idées clés. Un, ça repose sur du contenu nouveau et original en fonction d'une demande. C'est vous qui allez dire à l'IA, produis-moi une image qui représente des personnes qui sont, alors je ne sais pas exactement ce que ça représente, donc un théâtre d'opéra spatial, voilà, qui sont des acteurs de l'opéra devant un parterre de spectateurs, etc., etc. Donc, c'est vous qui allez, en gros, piloter la caméra qui va produire cette image, hein, si on parle d'image. Donc, pour ça, il faut formuler une demande, ce qu'on appelle un prompt. Et l'art de formuler ces demandes, aujourd'hui, s'appelle du prompting. Donc, deuxième point, c'est basé sur un modèle prédictif et de probabilité, puisqu'il essaye de préparer un certain nombre de choses. Troisième point, il y a une capacité de compréhension des questions et de répondre dans un langage proche de celui de l'humain. Et c'est peut-être là la révolution. Il y a encore peu de temps, quand je voulais, moi, faire une recherche sur le web, je programmais une requête en Python, parfois. J'avais commencé à apprendre le Python ou dans un autre langage de programmation. Ça me prenait du temps, c'est un langage spécial. S'il y a des développeuses parmi vous, je pense que vous savez exactement de quoi on parle. Aujourd'hui, la différence, c'est que je lui dis, dessine-moi un opéra spatial qui comporte tel type d'éléments, qui a tel type de coloris, et il le fait. Avant, il aurait fallu que je fasse une très longue programmation pour le faire. Et je pense que c'est ça, à notre niveau, nous les utilisateurs, le gros changement. Ce qui va amener à quelque chose de très intéressant, c'est que finalement, ce ne sont plus les informaticiens qui sont force ou mathématiciens, ces gens-là, ou mathématiciennes et informaticiennes, évidemment, ce ne sont plus eux et elles qui sont forcément les mieux placés pour utiliser l'ordinateur, les IAG. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un peu de culture générale et surtout qui sait poser des questions et qui sait interpréter les réponses est très très bien placé. Donc, les IAG, on a des chats assistants avec plus ou moins de succès. Celui de l'APEC est encore en plein apprentissage. Quand je lui pose des questions pour trouver des services APEC sur le site de l'APEC, ben, je vous laisserai essayer. Il ne trouve pas toujours pour l'instant, mais il devient de plus en plus malin à fur et à mesure qu'il a des questions qui lui sont posées. Il peut produire des vidéos, des images, des dessins, de la musique, etc., etc., plein de choses. Et les 6 IAG les plus performantes aujourd'hui. Alors, je dis aujourd'hui, en fin de compte, cette diapo, je l'ai conçue il y a quelques jours, il y a 3 jours exactement. Et hier soir, je me suis aperçu qu'elle était déjà quasi obsolète. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau venu à côté de DeepSeek dont j'ai oublié le nom, dont je n'ai pas encore mémorisé surtout, qui s'est invité dans le jeu. Et c'est peut-être la caractéristique de l'IA, c'est qu'actuellement, ça va très, très, très vite. C'est-à-dire tout ce que je vous dis là, dans 2 jours ou dans 2 mois ou dans 2 semaines, ça dépendra, pourra être remis en question. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit ChatGPT, donc on voit Copilot. Copilot, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils l'ont à disposition, puisque Copilot fait partie de la suite Microsoft Office. Et donc, tous les gens qui ont une licence Microsoft Office, surtout la nouvelle version M365, ont accès à Copilot sur tout l'ensemble de sa performance. Mistral AI, Claude, la question Claude avait été évoquée. Gemini et DeepSeek. Alors, DeepSeek, vous en avez peut-être entendu parler. C'est le nouveau venu chinois.
Il y a beaucoup, il commence à y avoir des articles. Je dis que ça commence parce que c'est très récent, hein. Il est arrivé sur le marché grand public il y a moins de 2 semaines. Il y a des articles parce que des gens ont dit, tiens, DeepSeek, quand je lui pose la question, que peux-tu me dire sur Taïwan? DeepSeek, donc l'intelligence artificielle chinoise, nous dit Taïwan fait partie de la Chine d'une façon totalement indissociable. Bref, il a un discours là autour. Ce à quoi nous, les orientaux occidentaux, répondons immédiatement, comment ça, c'est pas possible, c'est contre la démocratie, etc., etc. Je n'entrerai pas dans le débat de savoir si c'est vrai, si c'est faux, etc. C'est juste pour vous faire comprendre ou mettre en lumière plutôt quelque chose, c'est que les IAG, donc c'est l'intelligence artificielle générative, en gros, quelqu'un programme un modèle de pensée, une espèce de cerveau électronique, si vous voulez. Et ensuite, il y a une phase d'apprentissage de ce cerveau. Donc, il faut juste imaginer qu'au départ, les intelligences artificielles sont comme des enfants, comme des bébés qui viennent de naître, avec tous les neurones qui sont déjà présents, ou la majorité. Et il va falloir le nourrir avec ce qu'on appelle des distillats. C'est souvent d'autres intelligences artificielles qui ont déjà analysé des données et on va lui donner du pré-mâché, de la bouillie, comme parfois un bébé, un nourrisson plutôt. Ensuite, eh ben, ce bébé, enfant, va être éduqué, c'est-à-dire qu'on va lui fournir un certain nombre de modes de pensée, un certain nombre de modalités, de processus, etc. Il va se les approprier, il va les digérer, il va les utiliser. Et donc, il n'est absolument pas étonnant, hein, donc moi, je trouve que c'est pas étonnant que Gemini et ChatGPT, par exemple, qui sont des produits américains, nous disent que Taïwan est une république indépendante de la Chine et dont il s'agit de préserver l'indépendance. Et que DeepSeek, lui, ben, qui a été nourri à la sauce chinoise, ben, ait un discours différent, hein. Si on prend un enfant chinois élevé par les Chinois dans le respect du régime du pays où ils habitent, il vous dira aussi que Taïwan fait partie de la Chine, c'est indissociable, indivisible, etc. Et vous, si vous posez la question à un enfant ou un adolescent européen ou américain, généralement, il vous dira, ah bah non, Taïwan, c'est indépendant. Donc voilà, c'est un peu l'analogie que j'avais envie de vous livrer. Oui, je vous renverrai je posterai le lien pour recevoir les docs, promis. Là, vous aurez ça, parce que comme ça, projeté vite fait, c'est pas forcément le plus drôle à lire et à gérer. Ça, c'est un comparatif de 5 IAG. Il n'y a pas DeepSeek dedans parce que nous n'avons pas eu le temps de l'analyser, de l'utiliser pour se poser la question, qu'est-ce qu'on peut dire dessus. Donc, en gros, il y a ChatGPT, Copilot, Gemini, Mistral et donc Claude 3. On vous explique la fiche d'identité, la facilité, surtout de la prise en main. Globalement, tous sont assez faciles à utiliser. Les limitations d'utilisation qui changent aussi tous les jours en fonction du modèle économique, hein. Et puis, donc, est-ce que tout ça peut aider la recherche d'emploi et la création d'entreprises? C'est oui partout. Et puis, un avis qui n'engage que mes collègues et moi sur la fiabilité, donc où on estime que, notamment sur la recherche d'emploi et la création d'entreprises, Gemini et Mistral sont peut-être parfois un peu moins fiables que les trois autres confrères. Euh, Ça, c'est une question qui me semble intéressante, c'est de se dire, mais finalement, les impacts des IAG, les impacts de ces intelligences artificielles, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, il y a des impacts pessimistes que estimés, c'est que les IA vont certainement même creuser l'écart entre les emplois hautement qualifiés et les emplois peu qualifiés. En gros, si vous avez un emploi hautement qualifié, vous aurez certainement l'IA qui viendra en support de votre emploi et votre emploi reste pour l'instant en tout cas très protégé. Les emplois peu qualifiés, qui ont des tâches répétitives, on peut estimer qu'ils peuvent éventuellement être impactés négativement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des emplois qui peuvent
disparaître complètement, ou en tout cas être beaucoup moins, avec beaucoup moins de demandes, hein, beaucoup moins de personnes à employer. Il y a un défaut d'employabilité potentielle parce que qu'est-ce que l'on entend par là? C'est que petit à petit, quelqu'un qui ne maîtrise pas un minimum les IA peut se retrouver dans une condition où le recruteur peut lui dire, écoute, tu es certes un spécialiste de la construction des ponts et du béton précontraint. Néanmoins, je constate que les IA, tu captes que dalle, tu ne sais pas les utiliser. Je ne pense pas, je ne vais pas te recruter. Voilà, c'est ça le truc. Euh, Ça peut choquer. Et en même temps, aujourd'hui, quelqu'un qui ne saurait pas se servir d'un téléphone, voire d'un smartphone, il y avait des emplois, on va lui dire, apprends ça, hein, et après tu verras. Ou clique avec une souris, servir d'Excel, etc. Pour des emplois qui ne sont pas des emplois de bureau purs. Les impacts pessimistes, c'est qu'il y a des récupérations de données par des tiers. Du coup, on ne sait pas exactement souvent quels sont ces tiers et surtout ce qu'ils vont faire avec. Donc, mais ça, c'est pas nouveau. Sur Internet, dès que vous mettez quelque chose sur Internet, partez du principe que la donnée devient publique, même si c'est sur un emplacement plutôt privé. Les impacts optimistes, c'est qu'il y a déjà de la création de nouveaux emplois, surtout ceux qui sont basés sur la création, la gestion, l'exploitation des systèmes d'IA, mais aussi leur maintenance, tout ce qui tourne autour, qu'il y a des nouvelles formes d'apprentissage plus ludiques, plus adaptées, qui commencent à vraiment se mettre en place grâce à l'IA, effectivement. La création, la productivité de la création peut être différente et produire un contenu d'apprentissage un peu ludique devient moins chronophage, moins cher et donc nous devrions, comme ça a déjà commencé, voir de plus en plus souvent des cours en ligne qui sont interactifs, où on clique, où il y a des réactions, plutôt que du PDF ou d'autres qu'on passe un peu comme ça. On s'aperçoit qu'il y a une amélioration des compétences et de la productivité. Effectivement, vous pouvez vous auto-former grâce à l'IA, aller plus loin dans l'exploration de vos compétences. Et je renvoie aux impacts pessimistes, c'est-à-dire l'écart entre les emplois hautement qualifiés et les emplois peu qualifiés. Généralement, les personnes qui sont dans les emplois hautement qualifiés ont déjà les outils pour des outils intellectuels pour pouvoir en autonomie accroître les compétences. Je ne suis pas en train de dire que les personnes avec des emplois peu qualifiés sont stupides ou quoi que ce soit. Ce que je suis en train de dire, c'est que le processus de formation et d'expérience pour arriver à des emplois hautement qualifiés, généralement munit les individus d'outils intellectuels qui les amènent vers plus d'autonomie. Et c'est pas une généralité. Il y en a qui ne sont pas munis, d'autres qui le sont plus. Mais globalement, c'est ce que nous constatons. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et donc, ça permet d'éviter les tâches répétitives, de se concentrer sur les tâches humaines. Et c'est peut-être le paradoxe, c'est que cet impact très technologique permet, sur un certain nombre de métiers, de se concentrer plus à nouveau sur les tâches humaines. Nous sommes dans une société où il y a énormément de reporting, et donc qui peut être facilité grâce à l'IA, et donc on peut gagner du temps pour des tâches plus humaines. Ce qui nous amène vers les impacts réalistes, c'est que l'impact est variable selon les secteurs et les métiers, mais aussi surtout variable en fonction de la déontologie et de la volonté des personnes à s'en servir. Ça ne date pas d'aujourd'hui non plus. Avec un marteau, vous pouvez effectivement casser un objet du voisin parce que vous voulez vous venger sur lui, mais vous pouvez aussi réparer un objet, construire des choses. Donc finalement, c'est pas le marteau qui fait que c'est bon ou pas mauvais d'avoir bon ou pas bon d'avoir un marteau. C'est évidemment ce que l'humain en fait derrière. Voilà. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais j'aime bien le rappeler. Je parle beaucoup, je parle Il y a vite parce que quelques questions, ouais. Est-ce que Voilà. vous voulez que je vous pose les questions qu'il y a dans le chat comme ça? Parfait, Thomas, oui. Il y avait donc une question sur faut-il obligatoirement se former à l'IA afin d'être plus employable? Il existe des dizaines de formations, mais comment les choisir? Hmm. Vaste question. Est-ce qu'il faut se former? Alors moi déjà, toutes les phrases qui commencent par il faut, moi j'ai du mal avec.
Euh, et je pense que si, il faut distinguer, est-ce que vous comptez aller vers un métier qui est vraiment axé sur l'IA? Et dans ce cas-là, la réponse est très claire. Oui, il va falloir se former sur l'IA. Si par contre vous allez vers un métier, par exemple le mien, donc consultant ou accompagnant de personnes, dans l'immédiat, si je ne suis pas formé sur l'IA, si je ne me suis pas formé sur l'IA non plus, c'est pas très grave. Par contre, je le vois rien que le webinaire d'aujourd'hui en est un exemple important, c'est que la question de l'IA s'invite par elle-même dans l'accompagnement. Donc, c'est plutôt bien que j'en ai une idée, que j'ai un vernis à minima, un vernis culturel sur l'IA, pour pouvoir en parler ou pour pouvoir dire bah, c'est important, c'est pas important, pour avoir un avis là-dessus. Là, de l'auto-formation peut suffire. Mais peut-être aussi parce que je fais partie, comme d'autres de mes collègues, on est tout un petit groupe qui avons une appétence initiale déjà pour la partie technologique, pour les ordinateurs. Et donc, à notre niveau, sur ce point-là, l'auto-formation nous a généralement apporté ce qui était intéressant, à savoir. Euh, il est un peu tôt aujourd'hui pour dire il y a des formations euh, concrètes sur l'utilisation de l'IA, mais de l'utilisation au quotidien. Euh, Évidemment, comme c'est un sujet, ben, il y a beaucoup de gens qui se disent je vais me faire un peu d'argent et qui ne sont pas forcément des mauvaises personnes, hein, mais je vais me faire un peu d'argent, donc je vais profiter de cet engouement pour l'IA pour pouvoir pour proposer ça. C'est un marché qui est en total immature, totalement immature pour l'instant. Et donc, dans tous ces marchés émergents et encore immatures, on va trouver des gens excellentissimes et des gens qui veulent surtout se faire de l'argent. Voilà. Et on va trouver les deux. Et la difficulté, c'est de trier le bon grain de livret. Et ben, peut-être qu'il y a moyen de poser la question à l'IA de lui dire, tiens, qu'est-ce que t'en dis, toi? Et certainement qu'il nous donnerait une réponse. J'en profite pour vous donner le lien vers le formulaire Ap- pour que vous... Hop. Après, il y avait une autre question après, ou si est-ce que vous voulez continuer là? Alors, je vais juste poster le lien, voilà, Ouais, comme ça. ok. Donc, je viens de vous poster dans le chat le lien vers le formulaire, donc qui vous permet d'avoir accès. Si par hasard il y avait, j'ai pas, je vais peut-être aller voir en direct si j'ai déjà des réponses. Oui, 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 j'ai des réponses. J'ai 101 réponses, donc globalement, vous avez pu vous y connecter. Parfait. Génial. Alors, l'autre question, Thomas. Oui, tout à fait. Il y avait du coup, vous parliez d'emplois qui pourraient éventuellement disparaître avec l'intelligence artificielle. C'est quoi les fonctions qui seraient les plus touchées en entreprise, selon vous? Alors, on manque un peu de recul pour l'instant, mais globalement, des emplois peu qualifiés, c'est-à-dire par exemple des personnes qui font de la saisie. Typiquement, là, le formulaire que vous êtes, bah, c'est exactement ça. Le formulaire que vous êtes en train de remplir ou que vous avez rempli, moi, à un moment donné, je vais devoir l'utiliser pour dire à mon employeur, bah voilà, j'ai animé un atelier avec donc un certain nombre de participants et bien sûr on me dit mais combien il y en avait et donc je vais lui l'informer de qui était présent. Alors je vous rassure tout de suite, l'APEC est très très attentive à toute la partie RGPD, CNIL et autres. Autrement je vous demanderai pas ça. Et donc, évidemment, que vous ne serez pas rappelé derrière. Évidemment que ces données restent bien enfermées, bien tranquilles au sein de notre service informatique et qu'elles ne seront ni utilisées ni détournées. Et je vous avais mis sur le formulaire il y a le lien RGPD, donc vous pouvez cliquer dessus et vous avez bien sûr le droit de demander à ce que vos données soient retirées. Et je peux vous dire qu'elles sont retirées, puisque ça m'est déjà arrivé d'avoir le service informatique qui m'appelle, qui me dit on va supprimer les données de telle personne dans notre système. Tu as encore une tâche d'accompagnement ouverte dans le système avec cette personne. Ferme cette tâche pour qu'on puisse supprimer. Parce qu'autrement, ils ne peuvent pas supprimer. Et donc,
c'est l'exemple type qui montre que quand vous leur faites un mail en leur disant je ne veux plus être dans vos fichiers, c'est suivi des faits. Eh ben, ce fichier-là n'est pas exactement à la forme de notre système informatique, c'est-à-dire je ne peux pas prendre ce fichier Excel et dire à mon système informatique, tiens, prends ça, voilà les personnes qui ont été présentes. Donc, soit moi, soit un collègue ou une collègue qui va m'aider, on va ressaisir ce que vous avez saisi dans notre système pour que ça devienne compatible. Eh ben, nos informaticiens travaillent actuellement sur une amélioration de ça, notamment basée sur l'IA. C'est-à-dire que j'espère que très prochainement, je vais pouvoir leur donner le fichier ou donner le fichier à mon système tout simplement, qui va dire super, je m'en charge. Il va trouver quelle donnée correspond à quoi et puis il va les mettre au bon endroit. Ça, c'est de l'IA. Ça peut être de la programmation, mais ça devient de plus en plus de l'IA. Eh ben, ça veut dire que une entreprise où une personne fait beaucoup ça, bah, du moment où elle peut le faire de façon automatique, cet emploi-là va disparaître. Donc, c'est là où ça peut être intéressant pour des personnes qui sont sur des emplois ou qui pourraient disparaître, ou s'il y a ces tâches répétitives avec des données pas trop compliquées à analyser, qui doivent être introduites ou recalculées ou quoi que ce soit, de se dire, tiens, et si je me mettais à apprendre, pourquoi pas, la gestion de l'IA, comme ça, mon emploi initial va disparaître, mais c'est moi qui vais gérer ce qui a disparu. Donc, c'est surtout ces emplois-là. Après, moi, je me suis amusé avec ChatGPT, pas longtemps, parce que comme j'ai pas l'abonnement, j'avais droit à 10 minutes gratuites, donc j'ai utilisé mes 8 minutes sur 10 minutes, et j'ai dit à ChatGPT, est-ce que tu veux bien simuler un entretien de recrutement avec moi? Et là, je parlais dans un micro, dans le micro de mon casque, et il y a une voix qui me répondait. Donc, il y a eu zéro écrit, et je faisais exprès de parler un peu vite, d'avaler la moitié d'un mot pour voir comment il réagit. Et donc, je lui ai dit à quel poste je postulais et je ne lui ai même pas donné mon CV. Je lui ai donné juste en 3 phrases que les grandes lignes de mon profil. Et l'IA a commencé à simuler un entretien. Et j'ai été bluffé. Bluffé parce qu'elle venait chercher des informations qui n'étaient pas explicitement précisées au départ et qui étaient très logiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, finalement, un recruteur, pour les premiers entretiens, commence à être un emploi qui est quand même déjà qualifié. C'est quand même souvent des bacs plus 5 en début de carrière qui font ça. Ils n'ont pas encore de soucis à se faire, mais il se peut qu'une partie de leur travail, au final, finisse par être prise et rapidement puisse être fait par de l'IA. Impossible de récupérer le formulaire sans compte Microsoft. Eh ben, ce que je vous propose de faire, c'est que vous rappeliez que je m'appelle Raymond avec un I, R-A-I-M-O-N-D, Schmidt comme les cuisines, S-C-H-M-I-D-T. Et si par hasard vous nous envoyez un mail à raymond.schmidt@apec.fr, je vais vous le remettre dans le Je vais chat. le mettre si vous voulez, je vais OK. l'ajouter votre adresse. Eh ben, je peux vous envoyer les documents, évidemment. Et je le ferai, promis. Hop, voilà, je vous ai ajouté l'adresse. Il y a encore une question. Est-ce que vous voulez continuer la présentation et puis après je vous la pose dans un En- second temps si ça oui, vous on va? va, Ouais, on, on va, on avance. va continuer. Donc, Ok, parfait. en précaution d'usage, c'est important. Il y a certains IA qui ne sont pas connectés au web directement, c'est-à-dire que périodiquement, elles vont aller chercher, donc le Mistral et Claude 3.5 ne sont pas connectés au web. Donc pas en permanence, ce qui fait que de temps à autre, ils se connectent, ils vont aller chercher les données du web, parcourir le web pour chercher les nouvelles données, ils se déconnectent, ils digèrent les données, ils les organisent, etc. Et ensuite, bah, elles sont à disposition de l'IAG. Ce qui fait que les informations peuvent parfois ne plus être actuelles. Alors, il n'y a pas un décalage de 2 ans non plus, mais il peut y avoir un décalage de quelques mois parfois sur certaines données.
Il n'y a pas d'informations accessibles sur les données d'entraînement. Je vous parlais d'entraînement de quasiment toutes les IAG, hein. Ce qui fait que nous ne savons pas, et vous ne savez pas, personne ne sait, sauf eux, c'est du secret industriel, comment ils ont été nourris. Est-ce qu'ils ont été nourris avec une propagande? Est-ce qu'ils ont été nourris avec un système de pensée particulier? Et du coup, ça impacte évidemment les réponses. Donc moi, dans les précautions qu'on verra après, mais ne débranchez jamais votre propre intelligence juste parce qu'il y a de l'intelligence artificielle en face. Rappelez-vous que vous avez la plus précieuse des intelligences, ce que j'appelle l'IH, l'intelligence humaine, et gardez-la branchée parce que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir évaluer. Posez-vous toujours des questions quand un résultat semble trop beau, trop interrogeant, quoi que ce soit. Confrontez-les. Ne vous y fiez pas vraiment à fond. Il y a des biais, donc les algorithmes ne sont jamais neutres car ils s'appuient sur les bases de données d'apprentissage. On ne sait pas comment ils étaient entraînés. Un exemple assez terrifiant quelque part. euh, il y a un labo médical, en tout cas, qui fait de l'imagerie médicale. Comme beaucoup, ils ont mis en place des IA spécifiques pour pouvoir détecter des potentielles cellules cancéreuses, des débuts de tumeurs là où l'œil humain en général n'arrive pas à les voir encore. Et donc, ils ont appliqué ça à des mammographies, histoire de pouvoir détecter ce cancer du sein le plus tôt possible, hein, parce qu'on sait que plus il est détecté tôt, plus il y a de chances de rémission. Euh, Ils ont confronté ça à un suivi et ils se sont aperçus d'un truc qui là est terrible et qui est basé sur les données d'entraînement. C'est que la pertinence du diagnostic était excellente dans certains cas et désastreuse, défaillante en fait dans des autres cas. Et quelle est la différence entre les cas? Ben, d'un côté, il s'agissait de mammographies faites sur des femmes blanches et de l'autre côté, des mammographies faites sur des femmes noires. Et ça, non, moi, je suis pas naïf non plus, mais ça me sidère que ça ait pu passer comme ça au travers. Et donc, tout ça parce que le modèle d'entraînement a été fait sur une population de femmes blanches au départ. Et que du coup, le truc n'a jamais appris, puisqu'il apprend, à ce qu'il puisse y avoir une différence, alors je ne sais pas à quel niveau, mais cellulaire ou autre, ou juste au niveau de la peau, pour des personnes qui ont donc un ethnotype différent. Voilà. Et vous voyez, c'est ça les biais. Et ça, comme quoi ça peut aller très loin, parce que évidemment que toute femme, quelle qu'elle soit, doit avoir accès à la même pertinence. Donc, il y a du boulot encore, mais à la même pertinence, bien sûr, sur les différentes analyses, sur sa santé, comme d'ailleurs tout être humain, aussi ceux qui ne sont pas des femmes. Donc, parfois, les IAG ont des hallucinations, hein, c'est-à-dire qu'ils racontent un truc qui peut être complètement fou, et donc toujours vérifier. Les IAG sont énergivores. Je vous donnerai un exemple, il est plus loin, mais je peux le donner directement. Quand vous demandez à une IAG classique de vous faire une image, je ne parle pas des spécialisés en images qui sont encore pires. Vous prenez une classique pour faire une image et vous lui dites faites-moi une image. Et ben en réalité, vous venez de consommer un an, un an d'utilisation de votre smartphone. Chaque fois que vous demandez une image, vous consommez un an d'utilisation de votre smartphone, un peu plus de 240 recharges complètes de votre smartphone. Si on part du principe où vous ne le chargez pas forcément tous les jours, mais parfois un jour sur deux, et ben on arrive à un an d'utilisation. Donc c'est quand même à prendre en compte en termes d'utilisation. Faites attention à vos données personnelles. Alors, pour moi, il y a un côté fausse barbe derrière cette mise en attention qu'on retrouve là, voilà, confidentialité des données. Faites attention à vos données personnelles. Par exemple, quand vous demandez une analyse de votre CV, ce qui est préconisé par l'APEC, par d'autres, c'est d'enlever vos données personnelles, nom, prénom, adresse, etc.
Quand j'en parle avec des data scientists, avec des gens qui connaissent les données, qui connaissent la big data, etc., ils sourient gentiment, malheureusement, mais ils sourient gentiment. Ils me disent, mais tu sais, avec ne serait-ce qu'un tiers du CV, où il n'y a pas de données personnelles, il y a juste votre parcours, un tiers de votre parcours, si vous avez déjà un bout de parcours, en général, nous savons exactement comment tu t'appelles, où tu habites, quel est ton âge, combien de t'as d'enfants, etc., 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 etc. Donc, moi, j'invite quand même à la précaution, mais je vous invite aussi à vous rappeler que c'est certainement une fausse barbe, c'est-à-dire que même en enlevant vos données, on sait à qui rattacher ces données. Je reviens sur la précédente. Pour gagner le meilleur parti des IAG, vous avez pour l'instant pas mal d'IA qui sont gratuites. Donc, si vous utilisez les principales IAG, les 5 principales, elles sont toutes assez performante au niveau gratuité pour que vous puissiez faire la plupart des choses, voire la totalité des choses qui sont intéressantes dans une recherche d'emploi. La pluralité, essayez toujours plusieurs IAG différentes, deux différentes pour la même question, ça peut être pas mal. Alors c'est en contradiction avec le côté énergivore, je sais. Donc, ne posez peut-être, pour apprendre à les utiliser, posez plein de questions, puis après posez-vous la question si chaque question mérite d'être posée. Protection des données, on revient dessus, l'anonymisation et un usage raisonné, c'est ce que je vous disais, le coût énergétique. C'est-à-dire en gros, si la question, vous pouvez la poser sur Google, que vous avez normalement des bons résultats, n'utilisez pas l'IA. Utilisez plutôt Google, comme ça vous réduisez d'un facteur 10 votre consommation énergétique. Si c'est quelque chose qui demande plus de créativité, là, l'IAG est adapté. Donc, on a ça. Ça, on en a parlé. Pour rédiger un prompt efficace, il y a le prompt engineering. Alors, l'idée là, c'est pas de vous faire un cours sur le prompt engineering. Déjà, je n'ai peut-être pas assez d'expertise pour faire un cours. C'est pas le lieu et on n'a pas le temps. Mais c'est pour avoir quelques clés déjà à ce niveau-là. Et comme je vous l'ai promis, vous aurez accès, je vous les enverrai, à des prompts clés en main, c'est-à-dire qui sont faciles à adapter pour que vous puissiez déjà faire un certain nombre de choses. Donc, utiliser les IAG, ça peut devenir un avantage compétitif. Savoir poser les bonnes questions à l'IA, ça s'appelle le prompt engineering. Donc, c'est vraiment savoir poser des questions et bien les orienter. Mais c'est la même chose avec un interlocuteur humain. Si vous lui posez des bonnes questions, vous pouvez avoir des informations intéressantes. Si vous lui posez les mauvaises questions, vous n'aurez pas forcément les bonnes interrogations, les bonnes réponses. Donc un prompt, c'est quoi? C'est une instruction, c'est plutôt un ensemble de directives que vous donnez à l'IA pour accomplir une tâche spécifique. Ça peut être une courte phrase, ça peut être une question, ça peut être un ordre, ça peut être un assemblage de tout ça. Et on verra juste après que c'est généralement, pour être performant, un assemblage. Il y a un point important, c'est que pour rédiger vos prompts, pour rédiger vos demandes, évitez tout ce qui concerne les sigles. Les IAG ont encore beaucoup de mal avec les siglaisons. Et même IAG, il y en a certaines qui ont du mal à comprendre qu'on parle d'elles. Voilà. Et donc, évitez les acronymes, les sigles, soyez complet dans ce que vous dites. Et puis, un truc tout bête, surtout parler en positif. D'ailleurs, si je vous dis, certaines d'entre vous doivent connaître cette phrase ou cette question, ne pensez pas à un éléphant rose. Eh ben, un des trois quarts d'entre vous, pour pas dire toutes, vous pensez à un éléphant, vous visualisez à un moment donné un éléphant rose dans votre pensée. C'est-à-dire que notre cerveau, nous, les humains, entend mal, voire pas du tout en réalité, les négations. Donc ne pensez pas, il lui retient le nœud, il l'oublie, le penser, il l'a, et l'éléphant rose, il est prononcé, il y pense. Ça marche aussi avec nous les humains. Si demain la semaine prochaine vous partez au ski ou vos enfants partent au ski, essayez de plutôt leur dire prends soin de toi plutôt de dire ne va pas te casser une jambe parce que leur cerveau risque d'entendre va te casser une jambe. Et c'est peut-être pas le truc le plus marrant à leur dire.
Je pense à mon fils là, qui s'est entaillé 2 doigts avec le quart de son surf. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, mais il a une belle entaille, des petits points. Et il fera attention, mais rien de grave, donc tout va bien. Je vous raconte ma vie en même temps. Pour rédiger un prompt efficace, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'en ai choisi une. En fin de compte, l'idée, surtout au départ, c'est d'avoir un peu de méthode. Donc, il y a les méthodes actives, il y en a d'autres. Prenez celle qui vous plaît le plus. Actif, il s'agit de se rappeler qu'il va falloir lui donner un objectif, une tâche, de lui donner des éléments de contexte, donc des détails, lui proposer un contexte, lui donner une formalité, une tonalité, pardon, lui dire est-ce qu'il doit répondre humoristiquement, plutôt très formel, est-ce qu'il doit être persuasif, est-ce qu'il doit être pédagogique, dynamique, etc. Lui donner une identité pour orienter son regard. Si vous lui dites de produire une image et que vous ne dites rien, il produira une image quelconque. Si vous lui dites, tu es un dessinateur spécialisé dans les bandes dessinées inspirées de Marvel, euh, produit une image avec un super-héros, etc. Et vous allez voir, il va faire un truc qui ressemble à une bande dessinée, en fait. Si vous lui dites, tu es un photographe professionnel de la photographie sociale, tu es très inspiré de tel photographe, etc. Là, il va vous faire une photo. Donc, quelque chose qui, c'est pas une vraie photo, mais quelque chose qui, à l'écran, ressemble à une photo. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez lui préciser le format. Est-ce que c'est pour être mis sous forme de texto, d'un post LinkedIn, d'une lettre de motivation, d'un CV, etc., etc. Et vous pouvez rajouter des restrictions, des contraintes. Donc, par exemple, vous pouvez lui dire, agis en tant qu'expert en recrutement. Je veux que tu me rédiges une lettre de motivation impactante dans une tonalité professionnelle. Voilà. Donc, vous lui expliquez ensuite le contexte. Je suis responsable marketing digital et je recherche un emploi, etc., etc. Ce qui est par contre intéressant dans le prompting, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Autant toutes les lettres de la méthode active, c'est intéressant de les intégrer, le A, le C, le T, le I, le F, mais vous pourriez tout à fait lui de commencer par le C, mettre le I, puis le A, puis le T, puis le F, et remettre du C et finir sur du A. Ça, il va le gérer. Ça, il va le gérer parfaitement. Euh, je vais vite, mais vous aurez ça. Euh, alors, il y a une question qui évoque copilote. Alors, je ne travaille pas chez Microsoft. J'utilise Microsoft Office puisque l'APEC a choisi ce logiciel-là, cette suite logicielle-là pour qu'on puisse gérer toute notre partie bureautique, etc. C'est la version payante. Moi, je n'ai pas vu de restriction sur le copilote que j'utilise. Et du coup, Copilot, il est intégré dans la suite, ce qui veut dire que je peux, depuis Word, lui demander de faire des trucs. Je peux lui demander aussi de comment je fais pour utiliser telle donnée d'un fichier Excel, dans un document et d'un document Word pour produire un email. Et il va me donner toute la démarche, il va me produire le document, proposer des documents, etc. Est-ce qu'il y avait des questions, Thomas, que tu vois Il y passer? avait une autre question, c'était Laetitia qui nous demandait comment on peut se démarquer de quelqu'un qui utilise un CV ou lettre de motivation qui a été générée par une IAG. Est-ce qu'il y a peut-être des petits tips à retenir pour se démarquer devant un Complètement. recruteur? Merci Laetitia, excellente question. Alors, est-ce que j'en parle juste après? Euh, pour se démarquer, imaginons que vous voulez écrire une lettre de motivation. Euh, il y a quelque chose de très simple, c'est d'avoir, vous, déjà produit quelque chose avant. Vous avez certainement dans votre vie déjà rédigé des lettres de motivation ou en tout cas des écrits qui sont dans une tonalité, dans un champ syntaxique et qui pourrait être celui d'une lettre de motivation. Dans ce cas-là, vous lui faites le prompt, vous lui dites, voilà, tu es responsable marketing digital, vous n'êtes même pas obligé de procéder en recherche d'emploi. Tu postules à tel emploi et à ce moment-là, vous pouvez carrément lui fournir l'offre d'emploi.
Vous pouvez lui fournir aussi le CV. Donc d'ailleurs, vous pouvez même lui fournir les documents. C'est-à-dire que dans le prompt, la ligne de prompt, vous avez un petit trombone en général en bas à gauche, à droite. Vous cliquez dessus et vous lui fournissez les documents et vous pouvez dire bah, tu analyses l'offre qui est dans le document offre, analyse le CV qui est dans le document CV et rédige une lettre de motivation où tu feras notamment ressortir mon appétence pour, je sais pas moi, les sports de nature. Euh, et pour la tonalité, inspire-toi de l'exemple de lettre de motivation que je te joins. Et là, vous, toujours avec le petit trombone, vous lui fournissez euh, une lettre ou plusieurs lettres que vous avez déjà rédigées vous, et vous lui demandez de s'inspirer de ça. Et là, ça devient étonnant parce que ce qu'il va vous produire va ressembler de très près à ce que vous faites habituellement, parce que tout simplement, il apprend au travers de votre lettre. Est-ce que vous faites plutôt les phrases courtes, plutôt les phrases longues? Est-ce que vous utilisez un langage extrêmement soutenu, moins soutenu, etc., etc. Les tournures de phrases, la façon de formuler les phrases vont ressembler de très près à ce que vous faites habituellement. Là, on commence à se démarquer. Donc, bien penser à lui donner le rôle, bien lui rappeler que vous êtes, par exemple, responsable marketing digital, consultant en développement professionnel ou autre chose, pour qu'il sache déjà comment en parler. Et plus vous lui fournissez des informations sur lesquelles il peut s'appuyer, mieux il rédigera votre lettre. Mais si vous prenez un écrivain public humain, donc quelque chose qui risque peut-être de disparaître aussi, il n'y en a déjà pas beaucoup, mais c'est la même chose. Si vous dites à un écrivain public, là, rédige-moi, s'il te plaît, je vais te payer pour que tu me fasses un poème pour la Saint-Valentin. Bon, déjà, vous lui donnez pas mal d'éléments, mais finalement, qu'est-ce qu'il va écrire? De quoi il va s'inspirer? Il va vous pondre un truc qui est grammaticalement juste, qui a peut-être un peu de poésie à l'intérieur, mais est-ce que ça va correspondre? Si c'est un bon écrivain public, lui il va interagir avec vous, il va vous dire, euh, écoute, super, je veux bien te faire ton poème, mais qu'est-ce qui te plaît chez la personne à qui tu t'adresses? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui te plaît? Tu veux un truc qui soit plutôt orienté fleur bleue, qui soit plus enlevé comme style? Est-ce qu'il y a un message en sous-jacent que tu veux faire passer? Et vous répondrez aux questions, et ça lui permettra d'écrire un joli petit poème pour la Saint-Valentin. Euh, L'IA, c'est pareil. Si vous lui fournissez tous les éléments, c'est ça. Peut-être que moi, ce que j'en comprends, c'est que nous avons tendance aujourd'hui à comprendre que l'IA, c'est quelque chose de magique. On lui dit, vas-y, produis une image, paf, il produit une image. Non, 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 il ne le fait pas comme ça. Il va falloir lui fournir des choses. Ce qui est intéressant, c'est si vous restez connecté à l'IA, si vous passez par un compte, toujours le même compte, il se rappelle des choses. Par exemple, moi, je suis un des référents réseaux sociaux de l'APEC Auvergne-Rhône-Alpes, donc je produis du contenu pour mettre sur notre compte LinkedIn APEC Auvergne-Rhône-Alpes, dont des images. Et je consomme de l'électricité, je sais, mais j'utilise des images d'IA. Pourquoi? Parce qu'elles sont libres de droit et que du coup, ça coûte quand même moins cher que d'aller les chercher, que c'est plus rapide. Et puis que je fais exactement ce que je veux dessus. Et donc, au départ, je lui disais, quand il y avait une groupe de personnes, de représenter un groupe de personnes variées qui représentent la diversité, parce que c'est une des valeurs de la PEC, hein. Nous ne nous adressons pas à que des blancs, ou que des noirs, ou que des femmes, ou que des vieux, ou que des hommes, ou que des jeunes. Nous nous adressons à tout le monde. Et donc, il nous est demandé, et je trouve ça très bien, de représenter dans nos graphiques et autres, de veiller à ce que cette diversité soit le plus souvent, voire tout le temps présente. Donc, les premières fois que j'ai demandé à Canva, en fait, qui est un super logiciel, un super module IA maintenant pour produire de l'image, la première fois, j'ai précisé, c'est un groupe de personnes variées et en genre et en âge, etc., etc. Aujourd'hui, je lui dis plus. Je lui dis représente un groupe de personnes en train de discuter, tatati tatata. Et
directement, il me propose des images avec des groupes de personnes variés. Pourquoi? Parce que je me connecte toujours avec le même compte, que je lui ai demandé plusieurs fois que ces personnes soient variées et que du coup, il sait que je veux ça. Et donc, si je lui précise rien d'autre, il me fournit ça. Donc, c'est intéressant. Et en même temps, la crainte qui est sous-jacente pour moi, c'est est-ce que je ne risque pas de commencer à me formater et ne jamais sortir de mon formatage, puisque des choses que je n'exprime plus et qui viennent directement. Alors, j'ai récemment lu dans un Et- forum que les candidats en entretien physique ont dû rédiger à la main une lettre de motivation car le recruteur voulait s'assurer que la lettre reçue initialement n'était pas générée uniquement par l'IA. Alors, euh, vaste question. Moi, dans une recherche d'emploi, ma pensée, c'est que il est important de se rappeler c'est quoi l'emploi que vous cherchez. Si vous recherchez un emploi de responsable marketing digital, pour rester sur l'exemple qu'il y a à l'écran, il s'agira jamais d'être un bon candidat face au recruteur, de faire tout ce que fait entre guillemets un bon candidat. C'est pas la question. La question c'est euh, comment agit, comment parle, comment réfléchit un responsable marketing digital. Toujours se rappeler que le recruteur cherche à recruter une professionnelle pour un poste, pour une mission, et non pas une candidate qui deviendra une bonne professionnelle par la suite. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, j'accompagne tous les jours des personnes. La moitié, un peu plus de la moitié, sont des personnes en poste. Et dans ces personnes en poste, une grosse partie sont pas en grande forme. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas au bon endroit. C'est un peu comme si on demandait à un vegan de se marier avec une chasseuse. À un moment donné, les deux sont pas au bon endroit. Ils sont pas avec la bonne personne. Vous voyez? Donc, à un moment donné, il y a aussi ça, c'est qu'il faut arriver au bon endroit. Comment savoir si je arrive au bon endroit? C'est quoi le bon endroit? Le bon endroit, c'est un endroit où ma façon d'être, mes valeurs, sont en cohérence et surtout pas en opposition avec la façon d'être et les valeurs de l'autre. Donc, dans ce que vous dites, si j'ai un recruteur qui est allergique aux IA alors qu'elle s'invite dans tous les cœurs de métier aujourd'hui, petit à petit, est-ce que j'ai envie de bosser? Est-ce que j'ai pas envie de bosser dans une entreprise qui me fait pas confiance et qui est plus ou moins allergique à l'IA? Pour ma part, en ce qui me concerne, je ne peux parler que mon nom, pour moi, ça sera non. Et donc, à la limite, le recruteur, j'en parlerai avec lui, je lui dirai attention, parce que moi aussi, je choisis. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si je reviens sur le côté, je suis responsable marketing digital, hein, si c'est ça mon métier. Si je suis responsable marketing digital, je devrais utiliser les IA un peu, voire beaucoup dans mon poste. Donc, pour ma part, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui me dit je dois postuler en tant que responsable marketing digital quelque part, est-ce que j'utilise l'IA ou pas? Je lui dirais utilise l'IA. Si tu t'en sens capable, si tu en as envie, si ça te représente, dans ce cas-là, utilise l'IA. Mais va plus loin. Dis au recruteur que tu as utilisé l'IA. Et dis lui-même, en tant que responsable marketing digital, j'aurai à utiliser l'IA pour un certain nombre de choses. Et à ce titre, la lettre de motivation que je viens de vous adresser a été faite par l'IA. Pour moi, c'est la réponse. Et je rappelle juste que j'ai des enfants. Certains sont devenus grands, sont devenus très grands, parents même. Et que je me rappelle, à un moment donné, moi je travaillais dans l'informatique avant d'être avec les humains, j'étais juste avec les ordinateurs. Et à un moment donné, il y a un devoir qui avait été demandé à mon fils, il y a quelques années de ça. Et comme l'informatique, c'est quand même, en tout cas la bureautique, aujourd'hui, ça vous semble à toutes évident que, bah oui, on sait manier une souris, un clavier, produire un texte, même sans IA. À l'époque, c'était moins évident. Et donc, en tant que parent, je m'étais dit, c'est bien que mon fils commence à savoir se servir de ce genre de choses. Et donc, son devoir, il m'avait dit, papa, est-ce que je peux le faire avec l'ordinateur? Est-ce que je veux le rédiger avec l'ordinateur? Et la réflexion, il l'avait menée lui.
Donc, Richard s'est mis devant l'ordinateur. Je lui ai un peu montré deux, trois trucs sur Word qu'il ne savait pas encore. Et il a produit un texte clair, bien écrit, etc. Il l'a imprimé. C'était tout sa production. Il l'a donné au prof. Et le prof lui a mis zéro et a dit moi, je veux du manuscrit. Ouais, exactement comme le recruteur. Et moi, j'ai appelé le prof. Non, je suis allé le voir. Je lui ai dit j'aimerais comprendre. Et il me dit bah, avec ça, je ne suis pas sûr que ce soit Richard qui ait fait le travail. Et là, je lui dis, bah, on peut faire autrement. Je fais la réflexion à sa place. Je lui pose la feuille devant lui. Il la réécrit à la main. Il vous la donne. Et là, il n'aura pas zéro. On est d'accord? Donc, vous voyez ce débat d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle façon de faire qui s'invite, bon, à mon avis, va se résoudre très rapidement parce que les recruteurs comme vous, sur les premières enquêtes, nous disaient ouh là là, l'IA, je l'utilise pas, je m'en méfie, je veux pas que les candidats l'utilisent. Et dans les dernières requêtes, disent bah non, non, moi je l'IA finalement, moi je l'utilise pour rédiger mes offres d'emploi. Par exemple, hein. Je l'utilise pour alimenter mon ATS, c'est-à-dire le système automatique qui analyse les CV pour que ça soit plus performant. Et donc, ça ne me dérange pas, quelque part, que le candidat soit assez malin pour trouver le bon outil, parce que c'est quand même ça l'idée. Euh, Raymond, on va arriver à la fin de notre atelier, il va être 10, oui, on a passé alors l'heure juste qu'on pour avait prévue. Je vais peut-être une vous... petite conclusion et puis après on... En conclusion, ben là, j'ai retrouvé enfin ce que je disais, imiter le style de ma lettre de motivation. En conclusion, moi, ce que je vous invite à faire, c'est tester l'IA. Si vous ne l'avez pas encore fait, testez l'IA, testez des IA, regardez ce que ça donne avant de l'utiliser sur des choses qui sont stratégiques, cruciales pour vous. Et puis, parce que c'est comme ça que je fonctionne, moi j'aurais envie de vous dire, restez d'une part authentique, restez vous-même, c'est-à-dire quelle que soit la production que l'IA ait faite pour vous, qu'elle ait revisité votre CV, qu'elle ait rédigé votre lettre de motivation, qu'elle ait analysé différentes choses, observez bien ce qui a été produit, revenez dessus et faites ce qui vous semble bon à vous, ce qui vous ressemble à vous. Restez vous-même. Là-dessus, je rejoindrai le propos du recruteur là, sur la dernière question. Moi, en tant que recruteur, j'ai besoin de rencontrer la personne que je croyais rencontrer. C'est-à-dire que sur les photos, c'est pareil. Il y a des gens qui mettent des photos, pas les bonnes photos ou pas les photos récentes sur le CV. Moi, en tant que recruteur, j'aurais l'impression de me faire un peu avoir, sachant que je recrute pas sur photo. Mais à un moment donné, je me dis, voilà, c'est une personne ou sur la lettre de motivation. Elles sont des fois écrites par le cousin, par la maman, par la conjointe, par qui vous voulez, hein, sans que ça soit l'IA. Et quand j'ai la personne en face de moi, puis que je lis sa production, que je l'entends parler, je me dis, bon sang, je m'y retrouve pas. Je m'y retrouve pas. C'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes phrases. J'ai pas la même personne en face de moi. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange surtout pour le côté confiance. Si je dois recruter quelqu'un, il y a une question de confiance qui doit s'installer de part et d'autre. Et donc, moi, je vous invite, si vous utilisez l'IA là-dedans, pourquoi pas à un moment donné le dire, ou au plus tard le dire pendant l'entretien en disant, tiens, vous avez aimé ma lettre de motivation? Oui, vous l'avez lue. Eh ben, j'ai envie de vous raconter comment je l'ai écrite. Je l'ai écrite partiellement par moi-même, partiellement en utilisant l'IA. Voilà ce que ça donne. Demain, pour travailler avec nos clients, je pense qu'on pourra faire pareil. Ça nous permet d'aller plus vite, de faire attention à un certain nombre de choses et de nous consacrer sur la relation client. Et là, je vois pas en quoi ça passerait pas. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous enverrai toute la partie des tips, des exemples et autres seront dans la présentation que je vais vous envoyer. Elle sera en format PDF. Donc, comme ça, vous pourrez l'ouvrir, la lire facilement. Et puis, un peu d'autopromo, un peu partout à l'APEC, vous avez accès à un atelier de 4 heures qui s'appelle Faire des IAG l'allié de ma recherche d'emploi. À peu près tous les centres APEC ont formé ou sont en train de former des consultants pour les animer. Si vous voulez en savoir plus, et je vous ai dit, pas de sous à donner, vous êtes les bienvenus à ce niveau-là.
Je vous Mm, mm. souhaite une excellente Merci recherche beaucoup d'emploi. Raymond, merci beaucoup à l'APEC aussi hein, pour votre accompagnement et votre soutien pour ce forum. Merci à toutes de vous être connectées. Voilà, je vous souhaite un bon forum. J'espère que vous aurez encore plein d'entretiens demain. Et j'espère que les entretiens que vous avez déjà passés porteront leurs fruits et que vous trouverez le travail, le job, le stage, l'alternance que vous cherchez. Voilà, on vous souhaite tout Je vous le ça. souhaite aussi. Je vous souhaite Ok. beaucoup, beaucoup de succès. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée à toutes.